Hello, good afternoon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, que ce soit dans la salle ou en ligne, sur ce nouveau webinaire dans la série des webinaires sur le commerce des marchandises à l'ère numérique, organisé par la division de l'accès au marché à l'OMC. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'utilisation des technologies numériques pour améliorer les procédures d'entreprise à gouvernement du point de vue du secteur privé. Mon nom est Roy Santana de la division de l'accès au marché et je serai le modérateur de cette séance. Comme nous ne sommes pas sans le savoir, les chaînes d'approvisionnement sont un réseau complexe de procédés, d'activités, d'organisation de ressources et de technologies nécessaires pour la création et la fourniture d'un produit ou service de la matière première initiale au consommateur final. Les chaînes d'approvisionnement nécessitent la collaboration de dizaines ou parfois même de centaines d'entreprises et sont présentes, traversent dans de nombreux pays et ne serait-ce que pour un crayon que j'ai entre les mains, il faut s'approvisionner en bois, en graphite, en caoutchouc, peinture, etc. Donc énormément d'entreprises doivent s'y mettre pour produire ce produit. À l'OMC, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'appréhender l'aspect transfrontalier des chaînes d'approvisionnement et notamment les relations entre les gouvernements et le secteur privé ou le B2G. Et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les procédures d'importation, d'exportation et de transit plus particulièrement. Nous savons que les technologies numériques peuvent améliorer considérablement les opérations des chaînes d'approvisionnement, notamment ces relations entre entreprises et gouvernements et le bon fonctionnement de ces procédures. Et certaines technologies que l'on évoque souvent dans ce contexte sont la blockchain, l'apprentissage machine, l'Internet des objets et également l'intelligence artificielle, bien entendu, qui est très populaire ces derniers temps. Et vous allez certainement entendre parler d'intelligence artificielle à maintes reprises dans ces exposés. Les nouvelles technologies peuvent accroître l'efficacité, la visibilité, la transparence des procédures, mais également la sécurité, la résilience et la conformité avec les procédures gouvernementales. Elles permettent également d'intégrer et de partager en temps réel des données fiables issues de sources différentes, entreprises, services douaniers, services des frontières, ainsi que voies d'acheminement, expédition, transport maritime, opérateurs commerciaux, etc. Et tout cela permet de réduire la bureaucratie et les démarches administratives requises et donc le temps et le coût de ces opérations, tout en améliorant les capacités de surveillance, de vérification de la conformité, de lutte contre la fraude de la part des gouvernements et également d'éviter la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur trois thèmes. D'abord, ces technologies offrent un grand potentiel, nous le savons, mais nous aimerions savoir ce qui se passe véritablement sur le terrain aujourd'hui. Quelles sont les technologies qui sont utilisées pour améliorer les procédures d'importation, exportation et transit? Deuxièmement, nous allons nous projeter au-delà de ces exemples de succès et nous allons tenter de voir quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises et les gouvernements dans l'utilisation de ces nouvelles technologies et ce que l'on a entrepris de faire, que ce soit séparément ou ensemble, pour relever ces défis. Et enfin, comme Malcolm X l'a dit, l'avenir appartient à ceux qui s'y préparent dès aujourd'hui. Nous souhaitons donc nous projeter dans l'avenir, voir ce que nous réserve l'avenir et ce que nous pouvons attendre de ces nouvelles technologies dans les années à venir. Sans plus attendre, j'aimerais présenter nos panélistes dans l'ordre alphabétique et vous serez certainement ravis d'entendre des personnalités aussi éminentes aujourd'hui. D'abord, Madame Amy Morgan, qui est vice-présidente et responsable de la conformité commerciale à Altana Technologies, où elle est en charge des solutions de compliance pour le commerce mondial pour les entreprises et le secteur public. Elle a à son actif 24 ans d'expérience dans le commerce international et la conformité, notamment auprès de Avalara. Amy a commencé sa carrière en s'occupant des opérations de mise en conformité pour des géants comme Amazon,
Costco, Wholesale, Nordstrom, Microsoft et elle est également courtier en douane agréé auprès des États-Unis. Ensuite, Monsieur Lars Carlson, qui est responsable international pour le commerce et les douanes auprès de Moller-Maersk. Il a une longue expérience du domaine et avant de travailler pour Maersk, il était responsable exécutif auprès de KGH Customs Services, une entreprise qui s'occupe de questions douanières et de politique commerciale aux frontières. Et il a également travaillé 6 ans en tant que directeur du renforcement des capacités à l'OMD. Il a donc l'expérience des deux côtés de la barrière. Ensuite, Madame Louise Viguette, qui est fondatrice et directrice de GTS, Global Trade Solutions, basée en Afrique du Sud. Madame Louise Viguette a plus de 28 ans d'expérience à son actif en matière de commerce international, également d'écosystème de la logistique. Alors, malheureusement, notre collègue vient de rencontrer un problème il y a quelques instants et Monsieur Anton Eccles, qui travaille également pour GTS, va la remplacer pour nous faire cette présentation. Et ensuite, nous avons Madame Sandra Fischer, qui s'occupe de services douaniers et d'affaires réglementaires auprès de DHL Express Global au siège. Elle est experte en questions douanières et commerciales et elle supervise 15 000 professionnels douaniers. Elle s'occupe du dédouanement de 200 millions d'envois par an dans un réseau mondial qui comprend 220 pays et territoires. À l'intention de nos participants dans la salle et en ligne, j'aimerais dire que nous allons ouvrir le débat pour entendre vos questions. Au terme de ces présentations, 200 personnes environ nous suivent en ligne apparemment. Et si vous êtes en ligne, vous pourrez également poser vos questions par le biais de la boîte de dialogue avec mes collègues Irina et Daniela. Nous allons prendre note de vos questions. Et dans la salle, vous êtes priés de lever la main et nous vous donnerons la parole. Et à l'intention des intervenants, je compte par avance sur leur compréhension car je serai très stricte pour ce qui est de la gestion du temps. Et apparemment, Louise est avec nous, donc bienvenue Louise. Et nous allons maintenant commencer dans l'ordre dans lequel j'ai présenté les intervenants et nous allons entendre tout d'abord Madame Amy Morgan. Vous avez la parole. All right. Thank you and good afternoon, everybody, and good early morning from New York Bonjour City. à toutes I'm Amy et tous. Morgan, Vice President, Head of Je vous Corporate parle Affairs at depuis New Altana, York where my où nous job sommes is to au petit identify matin. ways to use À alternative Altana, technologies je to tente address de real voir comment nous pouvons human utiliser problems. la I am technologie a d'Altana pour safety répondre à des risk problèmes manager, and before I de joined that, I conformité was the douanière. Je Chief suis Information courtier en Security douane Officer in agréé the aux world. États-Unis et je me suis So occupée fortunate de to grandes have had entreprises the dans le monde, mais opportunity to j'ai la serve chance de in travailler areas désormais of artificial au intelligence recoupement de and l'intelligence law artificielle et de la conformité environment. réglementaire, As un domaine some panelists passionnant. mentioned, Et je suis très we heureuse de pouvoir are participer in need à of cette advancing séance legislation sur les technologies innovantes qui permettent de transformer les My opérations goal de chaîne today d'approvisionnement is to en share ce with you moment the même. needs of Canadian Et business j'aimerais and m'adresser aux représentants technology des channels ministères du as we commerce et see du that secteur businesses privé. Comment have Altana peut objectives and overcome avoir challenges that were accès à once des seen as données pour impossible relever des and défis qui overcome auparavant étaient with jugés sectors. impossibles à relever At par les Comcast, gouvernements et le secteur privé. we Altana believe a that the une commerce world in the long term mission is based on ambitieuse, c'est-à-dire trust bâtir un monde prospère où le commerce and sera visibility. fondé sur la confiance et la prospérité, où les Businesses fournisseurs, will les align différents their intervenants goals of trade auront activity. une vision And this, collaborative uniforme approach is des essential activités as commerciales et une companies telle have been coming approche together collaborative to sera essentielle seize pour these innovative solutions to help achieve their goals. faire en sorte que ces solutions Challenges innovantes that atteignent face leurs objectifs. companies Les are difficultés que nous rencontrons actuellement ne sont un related mystère to pour personne. conflict
Il s'agit entre autres de conflits, de tensions géopolitiques, d'événements climatiques extrêmes, de changements climatiques, du crime organisé, du terrorisme et également d'autres événements inattendus et imprévus comme les urgences pandémiques. Les gouvernements et les agences réglementaires recherchent de nouvelles politiques commerciales, mais ils ont parfois du mal à agir. Pourquoi? Essentiellement, c'est un problème de données. Les entreprises et les régulateurs doivent pouvoir échanger ces données en toute sécurité et utiliser ces données pour influencer les décisions politiques et pour faciliter l'activité commerciale et mettre en place des priorités plus ciblées. Et lorsqu'ils obtiennent ces données, lorsqu'ils y parviennent, voilà à quoi ressemblent les données. Elles sont chaotiques, c'est un fouillis avec différents formats entremêlés et c'est très difficile de s'y retrouver et de mesurer l'impact et la conformité. Et c'est là une tâche trop complexe pour l'être humain, mais l'intelligence artificielle nous le permet. L'IA est la seule à pouvoir consolider ces données chaotiques pour déceler les tendances et les schémas qui auparavant n'étaient pas visibles. Et c'est la raison pour laquelle Altana utilise l'intelligence artificielle euh, pour remettre de l'ordre dans toutes ces données, dans toutes ces données propriétaires et également d'autres données pour avoir un modèle commun du commerce international, une cartographie des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et cette carte représente la collection la plus étendue euh, de données sur les chaînes d'approvisionnement avec 500 millions d'entreprises et également 3 milliards d'expéditions de marchandises. Et ainsi, nous avons un système de gestion des données des chaînes d'approvisionnement. Nous avons donc repris toutes ces données, toute cette masse de données sur les envois, les exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les réglementations commerciales, etc. Et nous en avons fait des données claires liées à des chaînes de valeur. Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur? C'est le cycle de vie des produits à différents niveaux avec les matières premières jusqu'aux produits finis, en passant par les biens intermédiaires, médiaires, ensuite l'assemblage et à terme la vente et l'utilisation. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous offrons une vision claire de la façon dont cette transformation s'opère avec différentes couches de données et même les sociétés les plus avisées n'ont peut-être pas une bonne visibilité de cela. Et auparavant, on n'avait pas le moyen de s'y retrouver dans ces réseaux mondiaux, mais maintenant, grâce à Altana, nous pouvons avoir une meilleure approche qui nous permet de nous projeter au-delà de la gestion des chaînes d'approvisionnement pour voir comment ces produits voient le jour et quelle est l'interaction avec les entreprises. Et grâce à cela, nous pouvons influencer les décisions politiques, faciliter l'activité commerciale et permettre l'exécution des règles. Les entreprises et les gouvernements peuvent donc appréhender leurs réseaux commerciaux dans un contexte plus large. Et par ailleurs, les gouvernements peuvent adopter différentes perspectives en fonction de leur intérêt national et de leurs priorités commerciales. Par exemple, la conformité, sécurité, la durabilité, la résilience, et cela aide à se concentrer sur certains produits ou certains fournisseurs ou certaines régions. Et une gestion active des chaînes d'approvisionnement permet de mieux allouer les ressources, d'avoir une approche plus ciblée. Et c'est uniquement grâce à une telle vision que nous pouvons prendre des décisions informées, que nous permettons aux chaînes de valeur d'avoir une efficacité. Et cette approche n'est pas une vision de science-fiction, c'est déjà une réalité. Bon nombre d'entreprises ont déjà commencé à utiliser une telle approche pour le bien
sociale et environnementale. Et cette technologie est utilisée par différents gouvernements qui sont représentés ici aujourd'hui. Certains l'utilisent pour influencer leur politique en matière de sécurité, par exemple le Royaume-Uni ou encore l'Australie qui l'utilise pour réaliser des priorités en matière de résilience et d'autres souhaitent également les utiliser aux frontières pour procéder à des enquêtes pour l'importation illégale de stupéfiants ou encore la lutte contre la déforestation. Et il y a également des entreprises qui ont recours à cette approche, par exemple pour éviter l'importation de produits issus de la déforestation ou du travail forcé ou poursuivre les émissions de carbone. Et j'aimerais maintenant vous montrer comment notre carte des chaînes d'approvisionnement mondiales permet d'agir et j'utiliserai les émissions de carbone comme exemple. Récemment, les entreprises ont commencé à utiliser des solutions de mesure des émissions carbone à des fins de responsabilité d'entreprise et également pour améliorer leur réputation. Et maintenant, de par la législation sur de troisième niveau, eh bien, il y a un autre, un autre intérêt à procéder ainsi et à suivre à la trace les émissions dans la chaîne d'approvisionnement. Et je vais brièvement, dans cette démonstration, vous montrer quel est le rôle d'un responsable de chaîne d'approvisionnement. Et je dois donc suivre ces émissions et réduire l'empreinte carbone. Généralement, un tel exercice nécessite la mise en place d'un projet long et coûteux pour collecter les données des différents échelons. Mais maintenant, nous parvenons à intégrer toutes ces données multiples au sein d'une même plateforme. Et là, vous avez une vision en direct de notre outil et de son fonctionnement. Et donc, lorsque je me connecte à Altana, toutes ces données dont j'ai parlé sont organisées dans ce tableau qui contient un catalogue de produits et ainsi je peux avoir une bonne visibilité de la chaîne de valeur pour tous mes produits, que ce soit des pompes, des conteneurs, pour l'aluminium, pour le fer, pour l'acier, etc. Et tout cela donne lieu à un calcul de la part d'Altana et je vous expliquerai plus en détail dans un instant. Mais j'aimerais voir quelles sont les émissions pour un produit en particulier. Alors, choisissons cette ligne-là, l'acier laminé à chaud et ici, en un seul clic, on a réussi à voir quels sont les fournisseurs de catégorie 1 et les suivants pour voir en fonction des opérations et des transactions commerciales ce qui est pertinent. Et nous avons ensuite reproduit l'exercice pour passer au deuxième niveau, puis au troisième niveau, et ainsi de suite. Et puisque je m'intéresse uniquement aux fournisseurs à forte intensité carbone, je vais les filtrer par risque d'émission. Et je me concentre donc sur l'acier et nous allons examiner ce premier fournisseur. Altana me donne énormément de renseignements sur ce fournisseur et en déroulant cette fenêtre, je vois ce qu'il en est des capacités, des émissions, etc. Ce sont là, bien sûr, des estimations à cette étape-là de la chaîne d'approvisionnement et j'ai même des notes que d'autres collaborateurs ont peut-être rédigées sur ce fournisseur et tout cela est très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est exactement comment ces émissions sont liées à mon activité. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur Network, réseau, et je vois ici immédiatement la chaîne d'approvisionnement et les différents échelons pour une combinaison de produits. Et c'est véritablement là une étape qui m'ouvre les yeux sur les différentes étapes pour arriver au produit. Altana reprend donc, extrait donc toutes les données pour la chaîne de valeur et je vois donc que mon produit apparaît ici tout à gauche
Et Altana permet d'avoir accès à toutes ces données sous-jacentes liées à toutes ces autres entités et ainsi je vois quel est le lien entre, l'entreprise de niveau 3, Berthollier, ensuite Barat Forge, niveau 2 et ensuite Rolls-Royce niveau 1 et ce qui est, fascinant, c'est que toutes ces données de transactions vous donnent également la nature des produits concernés et on voit donc, sous nos yeux cette transformation des produits d'acier pour, aboutir au produit définitif et cela permet de suivre la trace de ces produits jusqu'à l'importation et faire tout cela, de manière manuelle aurait été impossible. Altana a fait tout ce travail, préalable, pour moi et cela permet donc, de prendre des mesures en connaissance de cause et je peux donc mesurer les émissions carbone liées à un produit. C'est possible désormais et donc l'agence de réglementation pourra avoir une image, précise. On a donc un calcul très, précis au niveau des établissements, des installations et cela me permet de prendre des décisions plus stratégiques sur la façon de réduire mon empreinte carbone. Je reviens à mes diapositives. Dans cette, démonstration, je suis, passée rapidement parce que je sais que Roy ne va pas tarder à me couper la parole. Mais je souhaitais, montrer, l'exemple de l'émission carbone, mais c'est un exemple, parmi d'autres. Il y a donc une visibilité de nombreux niveaux, devoir de vigilance, travail forcé et il y a d'autres, cas de figure, qui nous ont été, rapportés par des agences gouvernementales et grâce à l'intelligence artificielle, on peut analyser ces données commerciales pour mieux visualiser son positionnement, commercial. On peut avoir une meilleure, partenariat public-privé. On peut également améliorer sa mise en conformité grâce à, toutes ces données issues de la, heu, veille de données et on peut donc, améliorer ses résultats et on peut également agir sur la durabilité et sur, la fiabilité des activités commerciales. Voilà, j'en ai terminé, je suis à votre disposition. J'espère avoir parlé 15 minutes, pas plus. Merci beaucoup, Amy. En réalité, il vous restait même 1 minute. Et lorsque vous nous avez montré la chaîne de valeur, je me suis dit que j'aurais dû vous demander au préalable de le faire pour l'exemple du crayon que j'avais pris tout à l'heure. Nous allons maintenant entendre Lars Carlsson. Lars, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez mon écran et que mes diapositives apparaissent à l'écran. Je suis Lars Carlsson et je remercie Roy de l'OMC de nous avoir invités à cette réunion qui tombe à point nommé aujourd'hui. Parce que véritablement, c'est là un dialogue nécessaire et effectivement, comme Roy l'a dit, je travaille pour Moller-Maersk en tant que consultant pour le commerce et les questions douanières, mais j'ai également travaillé à l'OMD et pour le gouvernement suédois. Nous savons que nous vivons et que nous opérons dans un monde qui devient de plus en plus complexe et je suis certain que ces 5 prochaines années, nous aurons plus de changements que nous n'avons vécu ces 50 dernières années. Moller-Maersk on est tout à fait conscient car nous transportons, nous sommes un des plus grands transporteurs de marchandises dans le monde et nous rencontrons donc bien des difficultés, ces dernières années avec la crise en mer Rouge, avec, la sécheresse, du canal de Panama, avec le terrible accident de Baltimore et également, d'autres, problématiques, qui perturbent le commerce mondial. Maersk est en pleine transformation, tout comme le secteur d'activité dans son ensemble et nous allons certainement en reparler. Ce que nous savons, c'est que, le transport,
maritime dans le monde a beaucoup été utilisé pour transporter les marchandises, mais aujourd'hui, nous nous définissons plutôt comme des intégrateurs du commerce pour transporter donc les marchandises de bout en bout pour nos clients. Donc, c'est une question plutôt de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de supervision de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir offrir ce service de bout en bout, quel que soit le mode de transport, le transport maritime sur l'océan, mais également terrestre ou euh, ferroviaire. Et nous devons essayer de voir comment nous pouvons améliorer l'efficacité, faire preuve de résilience face aux événements que nous avons vécus ces dernières années. Vous êtes des spécialistes de politique commerciale. Moi-même, j'ai travaillé pour une organisation normative qui fixe des orientations politiques et nous voyons qu'il y a tout un tsunami de nouvelles réglementations ESG actuellement et Amy nous l'a bien montré en matière de technologie. Et c'est d'ailleurs positif parce que le secteur privé et les organisations savent que toutes ces questions de ESG sont prioritaires. Nous sillonnons les océans de la planète pour transporter les marchandises et nous devons le faire de manière plus durable et nous conformer aux réglementations commerciales. Mais la question de la mise en application de la réglementation est également importante et je vais donc vous donner plus de détails aujourd'hui. Pour moi, il est très important de ne pas remplacer une forme de bureaucratie par une autre. Et nous devons donc utiliser les données. C'est véritablement l'utilisation des données qui sera décisive. Nous voyons que différentes géographies ont différentes problématiques et nous voyons qu'il y a déjà des réglementations en place avec la législation sur le travail forcé aux États-Unis ou dans l'Union européenne et également le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va peut-être s'étendre à d'autres pays et toutes ces réglementations sont différentes et sont différentes de ce qui existait dans le passé. Donc, nous devons essayer de voir du point de vue du secteur privé comment nous pouvons conjointement avec le secteur public, avec les gouvernements, mettre en œuvre ces réglementations et nous y conformer dans l'intérêt de nos clients. Car nous devons nous préparer comme il se doit et y réagir pour faciliter les échanges et pour ne pas ajouter un fardeau pour le secteur privé. Et nous savons que c'est tout à fait décisif pour développer le commerce et nos sociétés. Alors, où réside la réponse? La réponse, c'est dans la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, euh, avec tous les échelons tels que Amy nous l'a présenté. Et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement est un thème sur lequel nous avons travaillé à Moller-Maersk ces dernières années avec d'autres partenaires. Et l'idée, c'est de collecter des données le plus rapidement possible à la source et de les utiliser à travers toute la chaîne d'approvisionnement pour l'enrichir, pour l'analyser, pour l'utilisation, pour la réutilisation également, pour optimiser le franchissement des frontières dont Roy et Amy ont parlé. Parce que longtemps, nous avons tenté d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, de mettre en place d'autres stratégies d'acheminement, mais c'est uniquement ces dernières années qu'on a braqué les projecteurs sur les frontières, sur cette boîte noire que sont les frontières. Et donc, il faut également optimiser la gestion des frontières. Et une façon de procéder maintenant que nous avons ces données, bon, il y a eu la pandémie et d'autres troubles que nous avons connus ces dernières années et cela a accéléré la façon dont nous collectons les données sur la chaîne d'approvisionnement. Les données que nous pouvons recueillir sur la chaîne logistique nous permettent de cartographier cette chaîne logistique. Nous travaillons avec nos clients, différents partenaires sur la chaîne logistique. Nous recueillons des données à tous les points de la chaîne logistique et nous les analysons. Nous travaillons main dans la main avec des gouvernements partout dans le monde
en s'appuyant sur d'excellentes politiques, comme par exemple la loi sur les documents électroniques au Royaume-Uni, différentes mesures qui permettent de rendre la chaîne logistique entièrement numérisée. Vous pouvez voir ici qu'il y a 4 éléments. Déjà, c'est numérique, c'est basé sur la confiance et sur la vérification des parties prenantes. C'est interopérable entre les normes et les politiques. Et il s'agit également d'utiliser les normes de l'industrie, les normes du système du secteur privé pour que cela devienne un partenariat où les données sont partagées autant que possible afin que nous puissions ouvrir les différentes demandes du point de vue réglementaire et du point de vue de la facilitation des échanges. Il s'agit de sécuriser la chaîne logistique et sa supervision. Des frontières intelligentes, différentes des frontières physiques du passé, une chaîne logistique avec plus de visibilité en ayant davantage de données qui sont fournies à toutes les agences gouvernementales aux frontières. Tout cela nous permet en plus d'avoir une vue d'ensemble sur les marchandises. Cela nous permet d'établir des chaînes logistiques fiables, des échanges fiables et, ce faisant, de mieux faciliter la gestion aux frontières. Cela rend le commerce possible, prévisible et résilient au fil du temps. Nous utilisons la technologie et l'intelligence artificielle, la reconnaissance des motifs ainsi que l'apprentissage machine, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt. Nous en servons, le secteur privé s'en sert, nous faisons une cartographie de la chaîne logistique, nous connaissons bien la chaîne logistique, nous travaillons avec les clients pour mettre en place des stratégies alternatives pour le sourcing, pour le routage. Nous vérifions tout cela et je vais revenir là-dessus dans une minute. Nous avons tout un processus automatisé et encore une fois, nous avons une cartographie de tous ces processus, les partenaires, les clients et bien sûr les marchandises. Tout cela nous provient en termes d'ensemble de données que nous pouvons partager avec les gouvernements. Voici ici l'exemple d'un corridor de commerce. Nous l'appliquons déjà avec différents pays présents ici dans la salle. Et un cadre législatif doit être mis en place. Cela doit être en source ouverte. Des mesures incitatives pour les courtiers et la reconnaissance mutuelle doit être mise en œuvre. Et la technologie intelligente, cela peut être des conteneurs intelligents. Alors, ce qu'on appelle conteneur intelligent, c'est un conteneur qui est supervisé 24 heures sur 24, où qu'il soit. On peut avoir des informations sur notamment sa température, entre autres. Toutes ces données sont disponibles et nous pouvons les partager avec les États aujourd'hui de manière à ce qu'elles puissent les intégrer à leur système de suivi et de traçabilité. Il y a également des sceaux intelligents qui permettent de savoir où se trouvent les conteneurs. Tout cela nous permet de définir très tôt dans le processus si quelque chose doit être vérifié ou si quelque chose doit être supervisé. Et avec les gouvernements, les agences gouvernementales, ce que nous voulons faire, c'est utiliser ce système pour rendre le commerce plus efficient et plus efficace. Notre programme AEO, c'est le passeport pour les marchandises. L'avenir doit être numérique. Nous avons des systèmes numériques en place aujourd'hui
à l'intention de diverses parties prenantes et mon message pour vous aujourd'hui, c'est qu'il est important d'utiliser les programmes de certification qui sont déjà en place pour différentes agences gouvernementales venant de différentes organisations internationales, comme par exemple l'OMC ou l'OMD. Il y a différents programmes de certification. Il faut les utiliser numériquement et utiliser les registres de conformité et utiliser ces informations conformément aux politiques afin que les chaînes logistiques fonctionnent mieux. Il y a différentes manières d'utiliser cette technologie. Nous l'utilisons pour les réglementations qui figurent à l'écran. L'oratrice précédente en a parlé. Nous travaillons avec Altana. C'est un de nos principaux partenaires pour cela. Nous utilisons leurs solutions pour nos systèmes de respect des obligations, notre système de classification d'un mode de code pour les douanes. Et je vais conclure ma présentation sur un exemple pratique, car je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre de tout cela. Une des choses que nous avons faites ces dernières années, qui est très intéressante, c'est ce que nous avons fait avec le Royaume-Uni. Lorsque la stratégie relative aux frontières a été mise en œuvre après le Brexit, ils se sont tournés vers le secteur privé, ils leur ont demandé en mode bac à sable ce qui était possible de changer pour rendre les frontières plus numériques, plus fluides, plus résilientes et plus prévisibles. Nous avons donc lancé ces projets dans les ports britanniques. Nous avons travaillé avec 11 entreprises. Et nous avons travaillé avec d'autres partenaires, notamment des concurrents dans les ports, et nous avons partagé ces données. Avant l'arrivée des marchandises, nous avons partagé des informations commerciales et extra-commerciales. Nous avons partagé des informations de vérification. Amy en a parlé. Nous avons transféré ces informations à 11 agences frontalières du gouvernement britannique et nous avons fait cela pour 700 000 marchandises sur 6 mois. Les résultats ont été exceptionnels. Cela a amélioré la gestion des risques, les résultats des contrôles, les inspections, la sécurité, la collecte de recettes, la facilitation des échanges et l'utilisation des ressources. Cela a permis de gagner en prévisibilité, en résilience, en planification, en vitesse. Le dédouanement est plus rapide. Cela a permis d'économiser de l'argent et de réduire les émissions et les déchets. Il est important donc de travailler avec les gouvernements et échanger toutes sortes de données. Dernier point, Roy. Je n'ai presque plus de temps. Dernier point, c'est les changements et les difficultés technologiques. Qu'avons-nous fait pour pouvoir piloter tout cela avec le secteur privé et public? Eh bien, tout d'abord, il est difficile d'échanger des données entre agences gouvernementales. C'est plus facile pour elles de nous les envoyer à nous. Donc, il faut des protocoles d'entente pour montrer comment nous pouvons partager des informations sur une base volontaire pour certains de ces sujets. Parfois, il est extrêmement difficile pour une agence gouvernementale de nous envoyer des informations à nous, secteur privé, ou alors à d'autres agences gouvernementales. Et ça, c'est un point qu'il va falloir résoudre. Ensuite, l'interopérabilité des systèmes et même l'interopérabilité des politiques. Ça, c'est un point d'achoppement. Plus les systèmes sont similaires, alors plus nous, secteur privé, allons pouvoir mettre en œuvre des choses qui fonctionneront avec différents systèmes. Le suivi des données et de la qualité des données du commerce, nous avons eu des difficultés relatives aux données. Il faut que les données soient améliorées et ça, c'est quelque chose qui est inhérent au commerce, au nouveau commerce, parce que
De plus en plus, chacun veut retirer quelque chose de ces chaînes de valeur. Et enfin, il faut des applications extrêmement fonctionnelles. Ce n'est pas qu'une question de tout numériser. Il y a des choses qu'il va également falloir retirer. Il faut aussi rendre l'échange de données volontaire. Parfois, le secteur privé ne souhaite pas partager de données. Alors c'est vrai, mais si les règles sont en place et qu'on les comprend et que l'on sait que l'on fonctionne dans un environnement sécurisé, alors on s'y pliera. La véritable question, c'est de savoir si on y est prêt et si les systèmes du secteur privé sont compatibles ou non. Voilà ce à quoi nous devons réfléchir. Comme Mark Twain l'a dit, il faut faire ce qui est juste, mais le faire de la bonne manière, c'est encore mieux. Donc il faut que les gouvernements, les décideurs politiques, les institutions internationales travaillent avec nous main dans la main. Et sur ces paroles, je vous remercie de votre attention. Merci, Roy. 1 minute over, but I think we're still doing fine. Merci, Lars. Vous n'avez dépassé que d'1 minute, bravo. Un point intéressant que vous avez soulevé, c'est le fait que vous avez dit qu'il ne faudrait pas remplacer la bureaucratie par de la bureaucratie verte. Et cela me rappelle ce qu'un ami au Brésil m'a dit, c'est qu'on doit remplacer la bureaucratie par un tapis rouge finalement. Et je pense que c'est ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui. Passons à présent à la présentation suivante. Je crois que c'est Louis. Je crois que vous êtes en ligne. Vous avez la parole. Merci, Roy. Et merci aux collègues de l'OMC. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis en Afrique, au Botswana, près de la bourse. Donc, cela montre bien que la technologie fonctionne et qu'elle nous permet de nous connecter où que nous soyons. Louise, nous vous voyons. Il semble que quelque chose ne fonctionne pas bien. Je vais vous demander une petite seconde. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons, mais pas très fort. Can you please try again, Louis? For the interpreters, is it okay? Yes, yes, please, Louis, you can go. Tout va bien, Louise, allez-y. Très bien. Malheureusement, je vais devoir ne pas allumer ma caméra pour économiser de la bande passante. Comme je vous le disais, je suis en Afrique, je suis dans la brousse, au Botswana. Cela montre bien que la technologie, cela fonctionne et cela nous connecte où que nous soyons dans le monde. Amy, Lars, merci pour vos présentations et merci à l'OMC de nous avoir invités ici pour parler de ce concept extrêmement important. Et Lars, merci d'avoir introduit ma présentation parce que vous avez parlé du maritime et moi je vais parler du ferroviaire. Je me propose que nous commencions par cette approche du numérique avant tout. Est-ce que cela fonctionne? Note de l'interprète, l'oratrice n'est plus audible. Louis, we lost you for a few seconds, but then I think you're back. Let's try again. Nous vous avions perdu quelques secondes, mais il semblerait que vous soyez de retour. Nous vous entendons maintenant. Pouvons-nous passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Louis, I don't know if you can see it, but then now we have the second slide on screen. Oui, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran, mais la deuxième diapositive est affichée à présent. Merci. Eh bien, comme l'a dit la directrice générale de l'OMC, 15% de commerce intra-africain, c'est trop peu. Et la part de l'Afrique dans le commerce mondial à 3%, c'est trop peu. Nous devons faire quelque chose pour doubler puis tripler ces chiffres.
Les défis dont elle a parlé dans ce contexte, c'est les infrastructures, le fait de passer davantage au numérique et réduire les fardeaux bureaucratiques. Lars parlait de formalités administratives liées à l'environnement et vous avez parlé de tapis rouge. Eh bien, effectivement, c'est dans cette direction qu'il va falloir aller. Diapo suivante, s'il vous plaît. Si on regarde le continent africain et le contexte commercial africain, les coûts de transport dans les pays les moins avancés représentent 21% du coût des marchandises. Pour les pays enclavés en développement, cela représente 19% des coûts des marchandises. Les processus sont généralement longs et coûteux, avec différents arrêts aux frontières, beaucoup de formalités. Les droits de douane sont importants, mais l'impact des obstacles non tarifaires est également important. Nous nous sommes donc penchés sur la possibilité de lever certains de ces obstacles et fluidifier la chaîne logistique. Nous avons différentes parties qui sont impliquées dans la chaîne logistique. Parfois, elles n'ont pas de lien entre elles. Ce sont les propriétaires des marchandises qui assument tous les risques. Il n'y a pas de visibilité sur les processus de bout en bout. Les processus de dédouanement se font encore au poste frontière et il y a beaucoup de gestion de données sur papier. Tout cela prend beaucoup de temps et il y a des doublons, beaucoup de possibilités d'erreurs et les données sont très peu fiables. Comme Lars l'a dit, la qualité des données se dégrade au fur et à mesure qu'elle passe entre d'autres mains. L'idée est donc de fluidifier ces processus. Vous allez me demander comment la numérisation entre en jeu ici. Eh bien, les réglementations de dédouanement ainsi que les organisations de douane doivent recevoir des données fiables. Le processus doit être standardisé. Il faut une procédure de pré-dédouanement. En utilisant la technologie, on arrive à presque éliminer la saisie manuelle des données. Cela permet de pré-vérifier et de numériser les permis qui doivent être octroyés. Nous arrivons à assurer la gestion et le suivi du respect des obligations de manière automatisée. Nous utilisons les cadres des opérateurs économiques pour créer une chaîne logistique sécurisée et les sceaux intelligents ainsi que l'Internet des objets nous permet d'assurer le suivi sur la chaîne logistique depuis le chargement jusqu'au déchargement. Vous pouvez voir que le processus est complètement différent de ce que nous connaissions par le passé. À la place de différents flux de données, d'informations et de courriels, à présent, tout se fait dans un silo et ces mêmes informations sont utilisées par différentes parties tout au long de la chaîne logistique. Ce processus, nous l'avons mis à l'épreuve avec un projet pilote qui a été lancé réellement l'an dernier en Afrique du Sud et en Eswatini. Il s'agit d'un partenariat public-privé. Un de nos clients a accepté d'être le partenaire privé dans ce processus en partageant des données en amont et en participant à ce programme d'opérateurs économiques approuvés.
Tout cela a permis d'utiliser des outils numériques sur la chaîne logistique et cela nous a donné des résultats formidables que je vais vous montrer dans la diapo suivante. Diapo suivante, donc. Voici les résultats de notre projet pilote. Vous pouvez voir que sur une période d'environ 1 an, nous avons eu une inspection documentaire, soit des douanes, soit d'une autre autorité. Ces inspections, leur fréquence s'est réduite par rapport à ce que nous connaissions au début du processus et le temps de dédouanement n'a fait que se réduire. Nous avons réussi à atteindre 37% de réduction de temps de dédouanement et 92% de réduction des inspections documentaires. Tout cela a été combiné avec le processus de certification en janvier. Le temps aux frontières a été réduit de 57%. Et si vous nous ramenez à la diapositive précédente, vous verrez que une grande partie des coûts résident dans les coûts de transport. Si nous arrivons à appliquer cette recette avec sur les couloirs de marchandises complexes avec différents postes frontières, passages de frontières, eh bien cela permet de réduire grandement les temps et les coûts. Voilà ce que nous avons fait l'an dernier. Vous vous demanderez probablement pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation importante des inspections en août. Eh bien, nous avons, lorsque l'on analyse les données sur une période plus longue, cela donne des informations très pertinentes sur les raisons pour lesquelles les choses se passent et tenter de rectifier le tir. Ici, sur la période juin-juillet, des problèmes ont émergé et les douanes ont augmenté leurs inspections documentaires en fonction du profil de risque. Une fois que les inspections ont donné un résultat satisfaisant, les douanes ont diminué leur nombre et nous n'en avons maintenant presque plus. Tout cela a été dans l'ensemble une très bonne expérience parce que ce n'est pas qu'une question de technologie. L'intelligence artificielle, l'apprentissage machine dont Amy nous a parlé peut aider à la classification de droits de douane. Cela nous permet d'avoir des informations plus précises et permettre aux douanes ainsi qu'aux institutions étatiques d'avoir davantage confiance en ces données. Les enseignements que nous avons tirés de ce projet, et Lars en a parlé, c'est qu'il est essentiel de faire en sorte que les institutions étatiques travaillent main dans la main. Par une fenêtre, un guichet unique qui puisse permettre à toutes ces institutions de partager des données. C'est quelque chose que l'on retrouve partout dans le monde, pas uniquement sur le continent africain. Ce partenariat public-privé permet de créer la volonté et la confiance pour partager les données par le biais de programmes comme le programme d'opérateurs économiques agréés. Cela crée de la confiance et cela encourage à partager des données. De plus, dans ce processus, nous avons identifié le fait que ce n'est pas simplement les outils ou le processus qui sont importants, c'est également la collaboration publique-privée. Celle-ci est en soi un des outils les plus importants. Le Trésor public d'Eswatini a été tout à fait disposé à travailler avec nous. Eswatini a ainsi pu lancer un portail en ligne sur les droits de douane, ce qui a permis de rendre ceci disponible aux clients.
Ils ont également lancé des programmes en ligne où les clients peuvent faire des demandes en ligne. La combinaison de ces initiatives publiques et privées nous ont permis de tirer parti de la numérisation pour rendre cet exercice beaucoup plus efficace. Diapo suivante. Il est important de noter que la transformation numérique, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Il faut développer une feuille de route, il faut planifier les choses. Et souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. On se dit qu'il suffit d'utiliser ces outils pour que tout fonctionne magiquement. Mais de notre expérience, nous sommes rendus compte qu'il est important d'élaborer une feuille de route et de planifier. Il est très important de développer les talents, comme cet atelier où chacun peut écouter les expériences des uns et des autres, voir ce qui a fonctionné et surtout ne pas avoir peur de ces nouvelles technologies. Souvent, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, cela fait peur parce qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Et par le biais de ce type d'atelier, eh bien, nous pouvons tous apprendre. Il faut également adopter une approche axée sur le consommateur. C'est quelque chose qui est très important. C'est un des principes fondamentaux qu'il faut retirer de cet atelier. Il faut penser le numérique avant tout. Il faut que l'organisation pense d'abord et avant tout au numérique et j'appelle les membres de l'OMC à, lorsque vous concevez des politiques, que vous assuriez les services d'un expert du numérique pour voir à quoi cela correspondra dans le monde numérique parce que il peut vous échapper certaines choses dans le processus. Des choses dans les accords commerciaux peuvent ne pas être numérisables et cela pourrait avoir des conséquences. Nous devons partager les informations, mais nous devons également pouvoir assurer un suivi et ne pas avoir peur de nous améliorer au regard de nos indicateurs clés de performance. Il est relativement facile d'adopter ces technologies facilement. Ce n'est pas qu'une question de difficulté, c'est plus une question de volonté de changer et de capacité à s'adapter à de nouvelles façons de faire. Mais diapo suivante. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est ce que l'OMC et l'OMD ont lancé comme initiative. C'est une initiative sur les standards numériques. L'objectif est de fournir des informations pour adopter ces normes dans les secteurs publics comme privés. Tout cela nous permet de travailler facilement parce que le travail de fond a déjà été fait. Nous avons utilisé cela dans notre approche et nous avons incorporé ces enseignements dans notre approche. Je vous remercie. Je pense que je suis à l'heure, dans les temps. Je voulais vous remercier. Encore une fois, je m'appelle Louise Briquette. Mes coordonnées sont à l'écran. Je suis à votre disposition pour toute question et n'hésite pas à me contacter après cet atelier. Merci. Merci beaucoup, Louise. C'était très intéressant. Il y a une chose que vous avez dite que j'ai trouvée très intéressante, c'est le fait qu'il ne faut pas mettre l'accent que sur la numérisation, mais également sur la simplification des procédures. Parce que si les procédures ne sont pas bonnes, alors, et qu'on les numérise, alors on se retrouve avec de mauvaises procédures numériques, ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se doter des meilleures procédures possibles, mais sous forme numérique. Un autre point que j'ai retiré de vos explications, c'est qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on fait tout cela. Eh bien, pour nous, l'objectif, c'est de réduire les temps et les coûts tout en permettant les contrôles étatiques
de se faire de manière correcte. Il y a des gains majeurs à faire pour augmenter la compétitivité des différentes régions et cela permet également de promouvoir le développement économique. Last presenter. Et nous allons maintenant passer à notre dernière intervenante, Sandra. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à la division de l'accès au marché de l'OMC de m'avoir invité et merci de me donner la possibilité de présenter ce que fait DHL Express en matière d'utilisation de la technologie pour améliorer le dédouanement, les données en matière de dédouanement. Voici quelques statistiques sur notre société. Nous sommes présents dans 220 pays et même quelques... Et je vois que des participants de pays, de petits États éloignés sont connectés et je m'en félicite. Nous avons donc tous ces territoires qui sont couverts, 200 millions d'envois font l'objet d'un dédouanement chaque année, énormément de territoires couverts, énormément de clients, parfois peu informés. Et donc, nous avons tout ce portefeuille que nous gérons. Et cela fait le lien avec la technologie et l'intelligence artificielle. Nous essayons d'aider nos clients à acheminer leurs envois d'un pays à l'autre sans que cela ne soit trop difficile ou pénible pour eux, mais tout en informant les autorités du mieux que nous le pouvons. Et c'est cet équilibre-là dont j'aimerais parler. Et vous voyez ici sur cette diapositive que nous prenons la conformité très à cœur. Nous sommes une entreprise basée en Allemagne et nous prenons toutes ces questions très au sérieux. Nous essayons donc d'être aussi précis que possible. Nous avons lancé un programme de conformité mondiale pour les douanes qui se compose de ces 4 volets, car malheureusement, nous avons des clients qui font appel à nos services pour envoyer des marchandises sous-évaluées. C'est indéniable, c'est inévitable, mais nous essayons de minimiser ces cas. Nous avons également des clients qui utilisent nos services pour des marchandises de contrefaçon et pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Nous devons de réduire et d'atténuer l'impact de tels cas. Nous avons également des clients qui ne souhaitent pas nous donner d'informations exactes ou fiables sur les expéditeurs ou les destinataires. Et l'on doit savoir qui est derrière et les autorités doivent être informées de l'identité des expéditeurs et des destinataires. Et enfin, la question de la description des marchandises. Nous souhaitons tous savoir ce que nous transportons, ce qui figure dans les colis, ce qui est exporté, ce qui est importé du côté des autorités. Il faut donc une description des marchandises et c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous devons faire tout un travail d'éducation auprès de nos clients pour leur expliquer pourquoi nous avons besoin d'une bonne description des marchandises et pas uniquement des pièces détachées plutôt que des freins automobiles. Et nous souhaitons donc améliorer notre niveau de conformité dans notre réseau et également dans notre communication avec les autorités. J'ai pris 2 exemples pratiques pour vous montrer comment la technologie peut nous aider pour améliorer le niveau de conformité sur la base des données que nous recevons de nos clients. Parce que c'est là le problème pour nous. Nous dépendons de nos consommateurs,
Nous devons leur faire confiance, nous devons travailler avec eux et soumettre une déclaration d'importation et d'exportation aux autorités. Et les autorités souvent nous demandent, mais est-ce que ces données sont exactes ou pas? Voilà donc quelle est notre position, où nous nous situons et nous souhaitons donc utiliser la technologie pour nous aider. Et vous voyez ici à l'écran un exemple pour identifier l'absence de conformité en matière d'atteinte aux droits d'auteur. C'est un système très simple, mais il s'est avéré très efficace. Nous essayons de combiner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. En d'autres termes, nous avons des personnes en chair et en os qui examinent les envois et l'information fournie par nos clients et qui analysent ces données. Et cette analyse permet de dresser deux listes, liste rouge et liste verte. Et liste rouge, cela veut dire que il faut intercepter les marchandises si la valeur est de 50 $ et que le nom du destinataire c'est Joseph et que ça va vers les États-Unis, il faut intercepter parce que nous savons, de par notre expérience, que probablement c'est sous-évalué vu les cas précédents. Et nous savons par ailleurs que dans d'autres cas, euh, à maintes reprises, les expéditeurs, les clients ont fait des déclarations fiables et donc nous inscrivons cet expéditeur sur liste verte et ce sont des personnes en chair et en os qui s'occupent d'inscrire des expéditeurs ou des destinataires sur ces deux listes. Mais nous y associons un modèle fondé sur l'intelligence artificielle qui apprend sur la base de toutes les données préalables et nous savons que si un produit est envoyé d'Hong Kong en France et qu'en France, les autorités font une inspection et constatent qu'il y a sous-évaluation, alors nous allons introduire une vérification supplémentaire dans notre système parce qu'il y a eu ce constat de sous-évaluation. Et sur la base de toutes ces données accumulées que nous récoltons euh, par le biais de notre réseau et donc de tous ces renseignements, nous alimentons le modèle et la machine, le modèle sait ensuite qu'il y a un risque élevé et que donc il faut intercepter l'envoi. Et le modèle, la machine est sans cesse entraînée sur la base des données qui sont collectées. Donc voilà une façon de procéder et nous essayons de combiner ces deux types d'intelligence et cela nous permet d'obtenir de bons résultats pour intercepter des marchandises à la source et elles n'entrent même pas dans notre réseau. Empêchons donc ces envois de pénétrer dans le réseau et nous demandons une preuve d'achat ou autre. Nous essayons également de travailler avec des entreprises comme Nike, etc., pour vérifier si c'est bien leur produit ou si c'est une contrefaçon. Et uniquement une fois qu'on a une contrefaçon, on autorise le produit à entrer dans le système. Et c'est un engagement fort de notre part et il a fait ses preuves. Autre exemple, c'est celui que vous voyez à l'écran, ce que nous pouvons faire du côté des clients. Nous devons faire une distinction entre nos bons clients et nos mauvais clients. Et mauvais, cela veut dire qu'ils ne respectent pas trop les règles. Et un exemple type est l'ouverture d'un compte chez nous. Si on est un nouveau client potentiel, nous devons vérifier que c'est bien un bon client. Et donc, nous procédons de manière très simple. Nous avons un processus technologique qui procède à cette vérification quand un nouveau client souhaite s'inscrire. Et nous le comparons une fois de plus à toutes les données historiques sur la base euh, des données bancaires, de l'adresse, etc., qui sont fournies par un nouveau client. Nous vérifions si cette adresse électronique, par exemple, a déjà un historique auprès de notre société. euh, Par exemple, quelqu'un qui a déjà fait l'objet d'un refus
ou alors si le numéro de téléphone portable a déjà été utilisé par quelqu'un dont on a dû refuser un envoi, ou encore l'adresse qui peut-être a été utilisée pour un envoi sous-évalué. Et nous faisons tous ces recoupements pour évaluer les nouveaux clients potentiels. Donc, sur la base de tout cet historique de données, sur la base de toute la masse de données que nous avons accumulées dans le système, nous pouvons trier et filtrer les nouveaux clients potentiels, et ceux qui ont déjà été jugés non conformes ne sont donc pas acceptés. Et grâce à ces deux exemples, je j'ai tenté de vous montrer comment nous utilisions la technologie et ces formes d'intelligence artificielle dans les réseaux pour être en conformité. Alors, tout cela fonctionne bien, mais en plus de toute cette technologie, il est très important d'être en règle vis-à-vis des autorités, et nous essayons donc de voir comment nous pouvions aller encore plus loin et comment nous pouvions être encore plus efficaces. Et je crois que il y a encore beaucoup à faire des deux côtés. Par exemple, je pense qu'il serait très bénéfique de plancher sur un cadre conjoint de contrôle de la qualité en matière d'automatisation, d'enrichissement des données. Nous sommes l'intermédiaire, le maillon intermédiaire, et nous sommes tributaires des données fournies par les clients. Et ensuite, nous essayons de fournir une déclaration d'importation ou d'exportation précise aux autorités, mais nous dépendons de ce que nous disent nos clients. Et donc, si nos clients ignorent ce qu'est un code SH, eh bien, nous aidons nos clients, et nous utilisons également d'autres procédés. Donc, nous utilisons des moyens technologiques, mais que se passe-t-il si le résultat n'est pas le bon et que les données que nous produisons ne sont pas exactes? Est-ce que nous avons la possibilité de rectifier, ou est-ce que nous pouvons même nous apercevoir que ce n'est pas exact? C'est difficile dans le contexte dans lequel nous opérons. Eh bien, grâce à toutes ces nouvelles possibilités technologiques, pouvons avoir une interprétation commune de ce qu'attendent les autorités de notre part, de ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons mettre en place un cadre de contrôle qualité pour que nos employés, par exemple, en cas de problème, n'aillent pas en prison, ce qui est un problème important. Alors, l'automatisation offre un avantage compétitif, et les autorités le comprennent bien. Les autorités sont très ouvertes et à cette discussion, et sont très ouvertes à des projets conjoints. D'autres autorités, par contre, ne sont pas très favorables à l'automatisation. Et nous voyons que pour les opérateurs économiques agréés, ils acceptent l'automatisation par opposition à d'autres acteurs. Et troisième point que j'aimerais évoquer, c'est qu'il faut bien qu'il y ait une reconnaissance des efforts de conformité. Heu, si nous clôturons des comptes, si nous empêchons des envois sous-évalués de partir, si nous refusons certains clients, c'est un engagement fort de notre part. Mais c'est un exercice d'équilibriste, parce que il y aura peut-être d'autres opérateurs qui seront ravis d'acheminer ces colis dans tel ou tel pays. Donc il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle, parce que sinon nous serons perdants, et il faut que cela soit adossé à une technologie. Il y a également la question de la normalisation qui est essentielle. On ne peut être présent dans 220 pays et territoires que si on a une normalisation. Si chaque autorité douanière vous demande des données différentes, c'est très difficile de travailler. Et enfin, la question du renforcement des capacités, de la sensibilisation, de la formation est importante pour que nous puissions apprendre les uns des autres. Comme Lars l'a dit également, eh bien, nous sommes tout à fait ouverts à
une communication des informations que nous avons collectées aux autorités pour que les chaînes d'approvisionnement soient plus sûres et plus conformes. Et enfin, désolée Sandra de vous interrompre, mais si vous pouviez conclure rapidement, eh bien c'est précisément ma conclusion, c'est la dernière diapositive. Et si vous cherchez de la lecture pour ce week-end, eh bien vous pouvez lire cet article sur les efforts pour se mettre en conformité de la part de DHL Express. Et sur ce, j'en ai terminé et je vous rends la parole. Sandra, I think if I can perhaps just mention one thing that you reminded me Sandra, when you were describing everything that you are doing lorsque in vous your décriviez ce que vous is that faites you need to pour have the right data les, in a way that can be en ce qui processed concerne les and données, exchanged, but la première chose, c'est qu'il faut avoir les bonnes données de manière à ce qu'elles without puissent that, être traitées et you échangées, end up mais de manière with a fiable. huge amount of data, Faute de and then quoi, on se retrouve avec énormément de données the jargon is trash in, trash out, right? We need to have the right data, otherwise the et system will not work properly. si on n'a pas les bonnes données entrantes, eh bien, on ne peut pas sortir quoi que ce soit de correct. Merci pour cet exposé. Passons à présent à la séance de questions-réponses. Nous avons reçu différentes questions de la part des participants en ligne. Alors, je ne vais pas les lire exactement de la manière dont elles ont été rédigées. Je vais essayer de les regrouper. Et j'aimerais commencer avec deux questions qui me semblent similaires en nature. La première vient de Pedro Sitiuk et la deuxième de Raymond. La question est la suivante. Quel est le lien entre toutes ces données qui sont collectées et le secret des affaires, le secret commercial? Parce que vous collectez des données de différentes parties, alors quid de la confidentialité des données? Je ne sais pas qui d'entre vous souhaite répondre parce que j'imagine que c'est un aspect qui revient souvent lorsque vous agrégez des données. Lars. Eh bien, effectivement, c'est une grande priorité pour nous tous. Nous savons que l'avenir, c'est les données, que nous avons besoin de corridors commerciaux numériques si nous voulons que les choses fonctionnent bien à l'avenir. Bien sûr, il y a une grande problématique liée à la protection des données privées de nos clients et de leur traitement sûr, sécurisé. Il y a également les échanges de données au sein de notre propre entreprise pour différentes raisons et les données que nous partageons avec d'autres parties prenantes de la chaîne logistique, y compris les agences gouvernementales. C'est quelque chose qui est très réglementé et de différentes manières. Donc, c'est une question pertinente, effectivement. Mais nous avons parlé de ce sujet il y a 1 ou 2 ans. C'était vraiment le moment où on en parlait. On en parle toujours, bien sûr, lorsque l'on discute avec les clients, les agences gouvernementales. On en parle, mais aujourd'hui, c'est plutôt un système fondé sur la confiance. C'est-à-dire que s'il y a un accord de partage d'informations, d'expérience, comme dans l'exemple que je vous ai présenté, le bac à sable britannique, nous partageons des données. Parfois, nous en partageons même plus que nous n'avons jamais partagé. Nous faisons bien sûr tout ce que nous pouvons et nous veillons à ne pas révéler de données qui soient confidentielles, soit pour le respect de la vie privée, soit le secret commercial. L'agrégation des données s'intéresse davantage à des motifs récurrents plutôt qu'aux données individuelles, mais c'est quelque chose qu'il faut compartimenter. Il y a les données, ces données appartiennent aux clients. Et un message fort que je veux envoyer aux clients et au secteur privé, et qui est très important, c'est qu'il faut être propriétaire des données. Parfois, ils nous les envoient à nous, ou à Altana, ou à DTS, parce que nous sommes fournisseurs de services et nous les aidons à utiliser les données de manière sûre et sécurisée, de manière à ce que tout cela soit fluide. Mais les données doivent appartenir à l'importateur-exportateur. C'est de l'or, ces données. Merci, Lars. Je vois que Louise souhaite répondre également. Et ensuite, nous passerons à la question suivante. Merci beaucoup, Roy. Et merci, Lars.
Il me semble important que tant les États que le secteur privé adoptent ce cadre de confiance. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière la confidentialité des données ou le caractère sensible des données, sinon nous ne ferons pas de progrès. Que ce soit en bilatéral ou sur une base régionale, nous devons mettre en place des cadres. Un bon exemple de cela, c'est le cadre de EFTA qui permet de définir quelles sont les données qui peuvent être partagées. Et vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que lorsque l'on a les données, Sandra, eh bien, il y a ensuite la question des secrets commerciaux qui s'ajoutent. C'est un problème qu'il faut aborder petit à petit parce que sinon nous ne ferons pas de progrès. Merci beaucoup, Louise. Passons à présent à une autre question de Saïlé Ayoub, une question qui s'adresse à Lars. Y a-t-il un impact en termes de recettes de cette mesure, positif ou négatif? Oui, effectivement, lorsque nous avons commencé à utiliser ces systèmes fondés sur la confiance, comme Louise a mentionné ou Sandra également dans sa présentation, eh bien, il y a une incidence tout à fait positive sur la collecte de recettes. Pour moi, il s'agit de percevoir le bon niveau de recettes et il faut faire les bonnes choses pour ce qui est du respect des obligations. D'un autre côté, nous savons également que le secteur privé paye trop, de 5 à 6 de trop parce qu'ils ne sont pas au fait des bonnes mesures de facilitation des échanges, de simplification que l'OMC a mises en place. Donc la question est très pertinente. Oui, la réponse c'est oui, cela a des conséquences positives. Que l'on se place du point de vue des États ou du secteur privé. Et les économies potentielles sont énormes. Nous avons vu une baisse des coûts administratifs de 30 à 40 %. Également, des gains en flux de trésorerie au niveau des frontières. Dans cet exercice, nous avons utilisé des données pour simplifier et sécuriser le processus aux frontières. Merci Lars. Une question dans la salle. Allez-y. Merci. Et bonjour, chers collègues. Alan Tree de la mission des États-Unis ici à Genève. Merci pour ces exposés très intéressants. J'avais une question qui s'adresse à Madame Morgan Daltana, si elle est toujours avec nous. Une présentation très intéressante sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer des profils de chaîne de valeur. Vous nous avez donné un bon exemple avec les émissions. Ma question est la suivante. Comment est-ce que ces données sont vérifiées ou auditées? Vous nous avez dit que les données sont envoyées directement au régulateur. Pourriez-vous nous dire comment se fait la vérification de ces données qui sont générées par intelligence artificielle? Merci. Merci. Alors, je vais répondre de manière générale. Lorsque Altana a construit la carte mondiale des activités logistiques, nous avons regardé différentes données publiques, privées, propriétaires. Les clients nous apportent leurs données et les intègrent, les lient à cette carte. Donc, ce qui se passe lorsqu'ils voient cette chaîne de valeur à plusieurs niveaux, il se passe deux choses. Altana utilise des modèles d'apprentissage machine
pour se débarrasser du bruit, pour trouver les bonnes valeurs. Cela permet de filtrer les données, toutes les choses qui n'ont pas directement trait à la fabrication du produit. Ensuite, le client, l'utilisateur peut vérifier ces données. Ils peuvent sélectionner ce qui correspond à leur chaîne de valeur, à leur chaîne logistique. Et ils peuvent dire, voilà, ah oui, je comprends ce lien, mais il n'a pas d'incidence sur mon activité. Ces transactions n'ont pas d'incidence sur le produit que j'achète. Et ils peuvent ensuite ajuster tout cela à l'intérieur du système même. Donc, cela permet d'éviter les faux positifs ou les résultats erronés. L'idée, c'est d'autonomiser l'utilisateur et ne pas donner des informations dont ils disposent déjà. Cela leur permet de faire les recherches appropriées de cette manière que lorsqu'ils se tournent vers les régulateurs, eh bien, les données reflètent réellement leur activité. Je suis disponible pour vous donner davantage d'informations, mais j'espère que cela répond déjà à vos interrogations pour aujourd'hui. Merci. Oui, une autre question dans la salle. Merci Et beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais juste poser une petite question à Madame Louise par rapport à sa communication, où elle a dit que c'est un projet pilote. Je voudrais savoir, est-ce que les autres pays africains pourront bénéficier de ce projet pilote? Si oui, quelles sont les conditions qu'il faut peut-être remplir afin de bénéficier de ce projet? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Perhaps if I take profit of your question to add one Eh bien, moi, je vais profiter de votre question pour poser une autre question que nous avons également reçue en ligne d'Edith Jiménez qui se dit impressionnée de ce qu'elle voit de l'IA et de la blockchain, mais en quoi les pays peuvent-ils bénéficier de tout cela? Merci. Merci, Roy. Pour répondre à la question, le principe que nous utilisons dans notre travail, c'est un principe qui nous a semblé utile. Nous avons travaillé en Afrique du Sud et en Eswatini. Note de l'interprète, l'oratrice n'est pas audible malheureusement, le son ne permet pas une interprétation. Important. You do need to get the parties together and You do need to decide what is the aim of the project, what you want to achieve, establish the framework, as I said in my second last slide, plan it out, put the measurement criteria in place that you're going to measure the performance against, and then go ahead with the project. So yes, very welcome if you want to reach out to me to start the discussions and engagement. This work that we're doing is, as I also mentioned in the last slide, is very much built on the standards, both the WCO data model that Lars is very much familiar with, a lot of the principles that is built into the World Trade Organization's agreements has been incorporated in this, and thereby makes it very easy to make this a process that can be built on in the corridors. Our dream from an Africa perspective is really what the Secretary General of the WTO said, to improve inter-Africa trade through the AFTA protocols that is now in place, and especially with the rates of Africa, open up the corridors, drive down the cost, and improve the speed with which we can. Louise, I'm really sorry to cut you, but we're almost. Louise, désolée de vous couper, mais nous arrivons à la fin du temps imparti. Je vois que Lars souhaite intervenir. Lars, vous avez 30 secondes. Oui, merci beaucoup pour rebondir sur ce que disait notre collègue Sandra. La question des opérateurs économiques agréés est pertinente. Si nous travaillons avec les partenaires du secteur privé, les services douaniers,
Cela est également utile pour les régulateurs et c'est dans leur intérêt également d'avoir un système simplifié pour les chaînes de valeur. Merci beaucoup, Lars. Alors, pour moi, ce qui est ressorti particulièrement, et je commencerai par remercier les orateurs pour leur exposé, avec 265 participants au maximum à un moment donné. Donc, merci à toutes et à tous de vous être connectés du monde entier. Nous avons perdu le fil, mais en tout cas, nous avons eu des participants connectés de nombreux pays et nous sommes ravis que vous ayez pu suivre cette discussion euh, du monde entier. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que cela est tout à fait en phase avec les objectifs de l'accord sur la facilitation des échanges. Ces nouvelles technologies, par conséquent, nous aident essentiellement à mettre en œuvre des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons eu des représentants du Suriname, des îles Salomon, même le Cabo Verde. Merci à tous ces participants d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup, nous avons entendu beaucoup de remarques intéressantes aujourd'hui et j'aimerais revenir sur un certain nombre de faits intéressants. Selon moi, c'est d'abord que le secteur privé a une vision plus élargie de la façon d'appréhender ces questions et les gouvernements, eux, se préoccupent essentiellement des services douaniers, des agences aux frontières, mais vous voyez bien que ces systèmes ont pour vocation de tout englober, d'avoir une approche holistique, y compris le contrôle des exportations ou la conformité avec de nouvelles réglementations qui sont en train d'être adoptées. Donc, c'est un aspect qui m'a particulièrement intéressée. Ensuite, il y a la question de la numérisation. La numérisation est inévitable, elle approche à grands pas, mais comment s'y prendre? Comment éviter certains écueils? Comment relever certains défis? Et je crois qu'il y a notamment la question de l'échange d'informations entre les agences gouvernementales, comment garantir la qualité des données, comment faire en sorte que les données puissent être partagées, avec qui, comment, ce cadre qui a été évoqué et comment pouvons-nous améliorer ces questions. Et troisième message qui m'a paru intéressant, c'était l'importance de développer des systèmes qui sont interopérables et cette interopérabilité est vraiment doit vraiment être maximale. Les agences gouvernementales au sein même d'un pays, ensuite entre le secteur privé et également les autres agences gouvernementales d'autres pays et également les normes internationales, donc la normalisation qui est essentielle. Et il y a également les technologies utilisées qui offrent énormément de potentiel, mais nous utilisons les technologies pour simplifier, rationaliser les processus. Nous devons donc plancher sur cette simplification et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous avons de mauvais procédés, mais que nous les numérisons, nous aurons uniquement de mauvais procédés numérisés. Donc, comment les optimiser, les simplifier et également une question très pratique qui a été évoquée par tout le monde, la collaboration nécessaire entre les gouvernements et le secteur privé. C'est primordial si nous souhaitons garantir le succès de ces initiatives. Nous pouvons procéder de différentes manières et les partenariats publics-privés ont été cités à plusieurs reprises. Et donc, c'est uniquement en travaillant ensemble que nous pourrons optimiser le bénéfice que ces technologies peuvent apporter. Je vous remercie pour votre attention. Merci aux intervenants, merci aux interprètes. Merci également à l'excellente équipe qui était à mes côtés aujourd'hui, ma collègue Irina Tarasenko et également Daniela Tibouléac. Merci infiniment à mes collègues pour leur aide et nous vous inviterons à notre prochain webinaire que nous organiserons ces prochains mois. Merci beaucoup.